Donc rebonjour chers élèves de seconde. Donc d'abord l'idée que les sociétés font face au risque, puisque je vous rappelle deux grandes parties. Donc l'idée d'un côté finalement les sociétés face au risque, de l'autre côté les sociétés face au problème des ressources. Donc l'idée ça va être de voir que nos sociétés sont plus ou moins vulnérables. Et elles sont plus ou moins vulnérables en raison de nombreux facteurs. Alors justement je vous rappelle que tout ce que j'écris sur le diaporama, c'est à vous de le reprendre dans votre cahier. Donc effectivement, on va voir là-dedans quels sont les facteurs. Là, vous avez une carte qui nous montre d'un côté les aléas naturels, donc vous avez les zones sismiques, avec des risques de tsunami possibles, donc en grisé. En rouge, les volcans actifs. En vert, la principale trajectoire des cyclones. Et en bleu, les vallées fluviales très peuplées à fort risque d'inondation. De l'autre côté, c'est l'indice d'exposition aux aléas naturels. Et il est plus ou moins important, notamment parce que les risques ne sont pas justement les mêmes. Ils ne sont pas situés aux mêmes endroits. D'accord? Donc, ça va être la première chose, c'est qu'effectivement, le plus évident là-dedans, par rapport au degré de vulnérabilité, c'est la présence ou non d'aléas naturels. Vous avez certaines zones qui sont beaucoup plus exposées au risque. C'est vrai que par exemple, la Normandie, à part quelques risques d'inondation, quelques risques liés finalement à la mer et au fleuve, on est assez tranquille. Il y a assez peu d'événements climatiques extrêmement importants, il n'y a pas, c'est pas une zone sismiquement très active, il n'y a pas énormément de risques. Par contre, vous avez certains espaces qui vont être beaucoup plus impactés. Genre par exemple le Japon, il va concentrer à la fois risque climatique et sismique, puisque effectivement, le Japon s'est construit sur une ligne de faille, donc résultat, si jamais il y a un tremblement de terre, il va être extrêmement intense là au Japon. Et comme il est aussi finalement donc à proximité donc de l'océan Pacifique et du sud de l'océan Pacifique qui est plus chaud, on peut se retrouver effectivement avec des cyclones, des typhons qui peuvent le frapper directement. Donc ça aussi c'est important, c'est que de manière générale, ce sont les espaces tropicaux et littoraux qui vont concentrer le plus de risques. Donc, les autres facteurs à prendre en compte, ça va être la présence d'une forte densité et d'une plus ou moins grande vulnérabilité économique. Et là encore, c'est l'Asie qui semble être la plus exposée aux catastrophes. Tout simplement parce que la densité de population est très élevée. Je vous rappelle qu'il y a 50% de la population qui habite finalement en Asie. Si on compte effectivement une Asie qui irait de la Turquie au Japon, on a effectivement donc une bonne partie de la population mondiale qui habite là. Et effectivement, c'est l'Asie qui va notamment l'Asie du Sud-Est qui va être la plus exposée aux catastrophes. Donc on a déjà parlé du Japon, mais il y a aussi l'Indonésie, l'Inde, la Thaïlande, etc. Les Philippines, qui sont effectivement des zones qui sont fortement exposées aux catastrophes. Et donc là, par exemple, je renvoie à ce qu'on avait fait sur le Bangladesh avec les élèves du lycée Malherbe. Et le dernier facteur, par contre, à prendre en compte, c'est la capacité de répondre aux risques d'une société. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous montre cette carte, c'est que les pays en vert, c'est ceux qui sont capables de répondre relativement efficacement, qui donc finalement essayent de prévenir les risques, donc via des centres de surveillance, via des plans de déplacement de population s'il y a un problème, des protocoles d'alerte, des constructions qui vont être interdites à certains endroits ou faites de manière très rigoureuse dans d'autres. Je pense par exemple au Japon, où on va se retrouver avec des immeubles qui sont capables de gérer des séismes d'une puissance qui ferait effondrer la majorité des bâtiments en France. Et effectivement, évidemment, pour le coup, ça dépend énormément du niveau de développement d'un pays. Les pays développés en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, en Australie, ils ont bien plus la capacité de prévoir une politique de gestion du risque pour protéger leur population. C'est la raison pour laquelle un séisme au Japon, il fera 10 fois moins de morts qu'un de la même magnitude à Haïti. C'est qu'effectivement, c'est pas toujours la même gestion de risque. À Haïti, vous allez avoir des bidonvilles, des bâtiments qui sont pas construits de manière assez rigoureuse, vous n'allez pas avoir de protocole d'alerte, tandis qu'au Japon, effectivement, on a des bâtiments qui sont conçus justement pour résister à une catastrophe. Et c'est vrai aussi pour tous les risques naturels et aussi pour certains risques technologiques, même si là, par contre, la vulnérabilité peut être un petit peu différente. De manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit pour les personnes impactées, que ce soit en termes de mortalité ou de problèmes économiques, c'est toujours plus élevé pour les pays en développement parce qu'ils multiplient les facteurs de risque et la capacité économique, elle est limitée. Par contre, en termes de coûts financiers, comme finalement les infrastructures coûtent plus cher dans nos pays à nous,
dans les pays développés. Là, par contre, effectivement, le coût des catastrophes, il va être plus élevé en termes monétaires. Attention, hein, je parle vraiment d'argent, de monnaie, à savoir le coût. Parce qu'en fait, dans la réalité, ça peut être beaucoup plus dangereux dans certains pays, notamment économiquement, parce que vous allez avoir beaucoup de paysans qui vont être directement impactés dans leurs activités économiques. Et vous allez avoir aussi finalement un manque d'assurance. Et mine de rien, vous avez certains pays qui donc cumulé finalement les problèmes financiers, parce qu'effectivement, on a non seulement des pays très très peuplés, mais en plus des pays où il n'y a pas d'assurance, et où l'activité finalement dépend largement des problèmes finalement du climat. Je pense notamment à l'agriculture. Ça, c'est ce qu'on avait vu là encore pour le Bangladesh, quoi. Alors que par exemple les Pays-Bas, ils ont les moyens finalement financiers de gérer les problèmes économiques liés aux catastrophes. Donc ça, c'est important, c'est de bien retenir qu'effectivement, pour les humains, pour les gens humains, pour leurs biens propres, pour finalement leur qualité de vie ou même leur vie tout court, les pays pauvres vont être plus impactés. Pour les pays riches, par contre, ces catastrophes vont coûter plus cher. Tout simplement parce que les infrastructures vont être beaucoup plus coûteuses. Ça va beaucoup plus coûter cher à réparer. Donc effectivement, ça va être les contreparties. Alors, un ton de truc à retenir. Alors ça, il y en a peut-être certains qui vont reconnaître un tout petit peu parce que c'est un événement récent. C'était en octobre 2019, c'était Rouen. L'immense panache de fumée, c'est l'incendie de l'usine Lubrizol, qui était donc une usine chimique qui a brûlé, générant un panache de fumée puante qui a finalement fait craindre un risque important sur la population. Et effectivement, ça, c'est important parce que l'idée, c'est de voir que tous les risques ne sont pas naturels. Il y en a de plus en plus qui sont issus de notre technologie. Donc l'incendie de l'usine Lubrizol en octobre 2019 l'a bien montré, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi effectivement, forcément les plus connus, ça va être les incidents nucléaires de Tchernobyl ou Fukushima. Et par exemple, on a aussi eu en Inde le cas d'une usine textile à Bhopal qui avait qui avait évacué une partie de ses eaux toxiques dans un lac d'à côté qui alimentait un bidonville et qui a rendu une partie de la population aveugle. Donc ce type de risque touche bien plus facilement les pays développés ou émergents et plus les villes que les espaces ruraux. C'est un peu l'inverse du risque naturel aussi, parce qu'effectivement, nos pays développés à nous, évidemment, ils vont avoir beaucoup plus d'usines, beaucoup plus de technologies qui peuvent être éventuellement dangereuses et ça va se concentrer notamment dans les zones autour des villes. Parce qu'effectivement, on construit rarement une usine extrêmement polluante en plein milieu des troupeaux de vaches. Alors, en Europe, les usines dangereuses, elles sont encadrées par une directive qu'on appelle la directive Seveso. Ça, c'est le gros avantage, c'est que, effectivement, c'est pour ça que, par exemple, à Caen, comme vous le voyez, il y a justement des plans de risque, des plans de prévention qui sont faits, par exemple, du côté des dépôts de carburant qui sont mis de l'ordre, même si là aussi il y a certains risques qui se posent. C'est effectivement vrai que on a quand même donc des dépôts de carburant qui sont à proximité d'une zone urbaine densément habitée. Et donc effectivement, c'est un risque technologique qui vont plus menacer finalement les espaces urbains et les espaces urbains des pays développés. Alors ces risques, ils sont accentués par le changement climatique. Je vous renverrai sur un QCM sur une vidéo que je vais vous montrer, donc je vais vous envoyer le lien, via le NT ou via Pronote, on verra. Donc il faudra étudier. Donc on tentera un peu plus dans le détail. Donc effectivement, ces risques, ils vont être accentués par le changement climatique. Alors, donc là vous avez une carte qui vous les montre. Ce que vous avez en bleu, c'est les risques finalement liés aux précipitations, aux inondations, qui va être plus fréquentes. En jaune, c'est le problème des sécheresses. Et en vert, enfin, c'est la dégradation des récifs de corail. Et en rouge, les tourbillons rouges, c'est les cyclones qui vont être plus intenses. Donc l'idée, c'est que le changement climatique, maintenant, on est à peu près sûr qu'il est accéléré par les activités humaines. Il y a des changements climatiques dans l'histoire qu'on connaît, qui ont été causés par des événements naturels. Le changement climatique aussi, ça fait partie de l'histoire géologique de la Terre, mais normalement il est assez lent, il prend du temps. Tandis que là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, finalement, il va assez vite. Assez vite, même à l'échelle d'une vie d'homme, on voit le phénomène. Et il a déjà un impact sur le risque, puisqu'il augmente déjà les risques déjà présents en termes d'aléas purement climatiques.
Les tempêtes, les sécheresses, les incendies dans les zones chaudes, ils sont déjà de plus en plus présents, hein. Je vous renvoie aux grands incendies qui ont eu lieu en Californie il y a très peu de temps ou en Australie, qui avaient été médiatisés. On a les sécheresses qui vont être de plus en plus fréquentes au Sahel et qui expliquent d'ailleurs justement certains problèmes que traverse cette zone de l'Afrique, hein, avec notamment, finalement, ça fait partie du climat d'insécurité qu'il y a là-dedans, c'est qu'il y a une forte pression économique sur ces régions-là à cause des changements climatiques. Et enfin, effectivement, nous, dans les zones donc plus froides, hein, plus fraîches, plus douces, c'est le risque d'une inondation qui va être accru, hein, notamment avec la fonte des glaciers et avec l'augmentation du niveau des eaux. Et justement, ça à se retenir, c'est que si le niveau des eaux monte, il mettra en danger des centaines de millions de personnes parce qu'on a des activités et des installations qui sont de plus en plus littorales. On a la plupart des villes humaines, et souvent des grandes villes, elles sont construites le long de la mer ou le long de fleuves. Et c'est un phénomène qui a tendance à s'accentuer ces dernières années avec la mondialisation, avec l'augmentation des échanges qui passent par la mer. Là, effectivement, on a un vrai problème parce que ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de villes qui pourraient être vraiment en situation extrêmement difficile, quoi, y compris des villes très peuplées. Alors, il y a un consensus aujourd'hui presque total au niveau de la menace, hein. Vous avez quelques climato-sceptiques, mais de moins en moins. Bon, malheureusement, il y en a un qui est encore, à l'heure où je vous parle, donc président des États-Unis, pour l'instant. Donc, ce qui est à retenir, et c'est là quelque part l'exemple de Donald Trump, il est assez pertinent, c'est que les actions des États sont très variables. C'est que les pays en développement, donc, ils ont évidemment d'autres priorités, hein, parce que même si c'est parmi eux les plus touchés, finalement, ils vont avoir d'autres priorités, hein, puisque, quelque part, ils doivent déjà assurer leur économie et finalement leur population. Ce qui veut dire que les pays qui vont vraiment avoir le devoir de prendre en charge les efforts, c'est ceux qui polluent le plus. Ça veut dire en fait ceux qui ont le plus d'activités économiques industrielles, parce que effectivement c'est notre mode de vie qui fait que finalement on augmente la température de la planète. Donc ça veut dire qu'effectivement les pays en première ligne, c'est les pays développés et les pays émergents. Et force est de constater que les efforts sont extrêmement variables. Vous avez l'Europe par exemple qui essaye de faire certains efforts. Et encore, c'est pas vrai partout, hein. Par exemple, la Pologne est beaucoup critiquée parce qu'elle utilise beaucoup finalement de charbon pour son économie, hein. Mais bon, quelque part, vu que c'est vu que le charbon c'est quand même très mauvais pour l'atmosphère, même s'il y a aussi des raisons politiques, c'est le fait de ne pas vouloir dépendre du gaz russe ou de l'industrie nucléaire qui a des conséquences. Donc les pays, par contre, c'est vrai qu'en Europe, de manière générale, il y a une sorte de consensus, il y a une sorte de volonté de mieux faire, de bien faire, même si elle est variable. Par contre, vous avez des pays, effectivement, comme les pays du Golfe, du Golfe, les pays du Moyen-Orient, les pays pétroliers, les États-Unis ou l'Australie, où on peut considérer que les efforts sont beaucoup plus faibles. C'est ça qui pose problème, parce qu'on a l'impression que ces pays-là, donc ils devraient donner l'exemple, ont un mode de vie qui reste un mode de vie de gaspillage.